Bonsoir à toutes et tous. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire avec Hélène Roche, que je suis très heureuse et très honorée de recevoir dans cet espace qui s'appelle Dans les pas des chevaux, qui est actuellement en fait un blog personnel où il me tient à cœur de partager des cultures équines et équestres à travers le monde, à travers les âges, et sortir un peu le cheval de son contexte. J'ai encore des messages. Sortir le cheval de son contexte équestre, en fait, hein, de le voir d'un point de vue beaucoup plus culturel, lié au peuple, lié aux traditions de ces peuples, à la spiritualité aussi, hein, comment il est perçu dans les sphères spirituelles. Alors, auparavant, cette page était une association qui s'appelait l'Association pour la promotion des pratiques équestres alternatives, que Hélène m'a aidé justement à écrire les statuts. Et puis, j'ai tout simplement mis un terme à cette association pour aller dans quelque chose de beaucoup plus qui nous emmènerait sur des sentiers où les chevaux nous mènent, des sentiers beaucoup plus vastes en fait que la pratique. Donc voilà, Hélène Roche, hein, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, si toutefois dans cette assemblée, il y en a qui ne la connaissent pas, est une éthologue scientifique, c'est-à-dire que son métier, hein, l'éthologie scientifique, c'est un segment de la science qui a pour objectif d'observer un animal dans l'ensemble de ses comportements, dans son milieu naturel, et Hélène le transpose à la domestication aussi pour le cheval domestique. Elle travaille essentiellement avec les chevaux de Przewalski, les troupeaux que nous avons en France, dans le Cosméjean et dont on parlera un petit peu plus tard, par la suite. Et je suis toute contente, Hélène, que tu sois là ce soir. Bonsoir à toi. Bonsoir Rebecca et bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Et puis, Hélène, je te propose de commencer directement dans le vif du sujet, par cette question, justement, puisque le but de ce webinaire est de parler de la jument, ce pouvoir intérieur du troupeau. Hélène, peux-tu nous dire, toi qui observes les chevaux sauvages depuis pas mal de temps, depuis très longtemps, qu'est-ce qui t'a amené à observer un troupeau de manière différente, sous un autre angle, et de le regarder à partir de la jument? Alors en fait, c'est assez amusant que tu m'aies demandé de faire cette conférence parce que ça fait très peu de temps que vraiment je me dis, c'est vrai, les juments, on n'en parle pas beaucoup et en fait elles ont une place, on n'en parle pas assez, quoi. Et en fait, j'y suis venue petit à petit. Je ne les ai pas mises de côté en animant les stages d'observation à l'association TAC, hein, que je fais depuis 2007. Et donc, je viens à l'association TAC donc, depuis 2000, observer ces chevaux qui vivent dans un contexte naturel, donc en troupeau. Et donc, je reviens aussi sur le terme de troupeau. Un troupeau, c'est quoi? C'est un ensemble de groupes, avec des groupes familiaux et des groupes d'étalons célibataires. Et donc, il y a cette entité naturelle qu'on va retrouver chez tous les chevaux du monde qui ont cette possibilité de vivre leur choix s'ils sont libres. Donc, les Mustangs, par exemple, aux États-Unis, les Brumbies en Australie. Et donc, ces entités, elles sont assez connues parce qu'elles ont été décrites depuis les années 1970 par les éthologistes, hein, c'est pareil, ce terme-là. Et donc, on sait que voilà, un groupe familial qu'on appelait autrefois harem, c'est un étalon, plusieurs juments et les jeunes qui ont entre quelques mois, quelques semaines, quelques jours et 2 ans, âge 2-3 ans, âge vers lequel mâles et femelles vont quitter le groupe familial. Et puis, donc les mâles ils vont aller dans un groupe dit de mâles célibataires, où il y a aussi des étalons âgés qui ont perdu leur groupe familial. Et les juments, elles vont émigrer, puis on en reparlera. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que dans les publications scientifiques sur le comportement des chevaux à l'état naturel, on met quand même une attention particulière sur des choses spectaculaires, en fait. Et les choses spectaculaires, ça a par exemple été l'étude de la hiérarchie de dominance. Et la hiérarchie de dominance, elle s'exprime, donc c'est un cadre théorique, hein, la hiérarchie de dominance, qui s'exprime quand il y a des ressources limitées. Et on comprend que si le système social des chevaux, c'est un étalon pour plusieurs juments, on a de la compétition entre les étalons pour avoir accès aux juments. Et donc, ceux qui vont se manifester le plus, de façon le plus spectaculaire et retenir notre attention, c'est qui? Ça va être les étalons. Donc, on a pas mal d'études en fait sur l'attitude des étalons, leur comportement, les rituels qu'ils vont faire. C'est vrai que c'est très joli et agréable à regarder, hein, des étalons qui roulent des mécaniques. C'est aussi ça qui nous a inspiré en équitation pour tous les airs de haute école. Se cabrer, faire du passage,
arrondir l'encolure et voilà, quand on veut un cheval placé en dressage, ça c'est tous des étalons, tous des attitudes d'étalons qu'on essaye finalement de reproduire. Ça c'est quand même assez rigolo de se faire ce parallèle-là aussi. Mm. Et en fait, moi, les juments, si je les ai observés avec les personnes que j'accompagne sur le terrain, je les ai observés comme les étalons, mais on met plutôt le focus quand même sur les étalons. Et les juments, elles sont plus discrètes. Pour autant, ça n'échappe pas à notre œil, à notre observation. Et par exemple, ça fait quelques années que je m'attache à justifier le fait que je ne dis plus harem. Ah, justement, c'était la question que je voulais dire. Je vais un peu la couper parce que dans ce que tu disais le groupe familial qu'anciennement, on appelait harem. Et je voulais Oui. te poser la question, pourquoi anciennement et pourquoi aujourd'hui on ne parle plus justement de structure harem? Et puis Alors, voilà, ce terme-là, ça fait donc pas très longtemps que moi j'insiste dessus. En fait, c'est toujours accepté dans la communauté scientifique de parler de harem pour les chevaux. Donc on parle là des chevaux à l'état naturel. Donc un étalon, plusieurs juments. Et Claudia Fay, qui a créé l'association TAC et qui est vraiment une biologiste de terrain, qui a beaucoup observé les chevaux à l'état naturel. Donc que ce soit en Camargue sur un équivalent de ce qu'on a maintenant en Lozère avec les chevaux de Przewalski, les chevaux vivant en semi-liberté, mais qui vont s'organiser comme ils l'entendent en fait. Et elle, je pense que c'est elle qui m'a mis la puce à l'oreille, en fait, en disant plutôt famille, groupe familial, parce que dans la connotation harem, je pense que tout le monde l'entend, on voit un sultan avec plusieurs femmes, et on ne met l'accent, si on en revient aux chevaux, que sur l'aspect de la reproduction. Ça ne dit rien, ce mot-là, des liens entre le mâle et les femelles, de la durabilité de ces liens, et ça met aussi de côté la place qu'a l'étalon dans le groupe. Alors là, pour le coup, on revient sur un peu des qualités d'étalon qui sont d'éduquer les poulains, par exemple. Et quand on dit famille, déjà, on pense plus à une entité qui fonctionne ensemble avec une coopération autour des liens dans le groupe et aussi d'éducation des jeunes. Et les jeunes, quand on dit famille, on pense à des jeunes qui sont présents, en fait. Donc, moi, maintenant, quand je le dis, je reviens sur ce terme de harem qui voilà, est toujours employé, mais je pense qu'il appauvrit un petit peu la complexité des liens entre chevaux et il met que le doigt en fait sur la reproduction. Donc ça, c'est par exemple un élément là dans mon parcours par rapport aux juments où ça fait un petit moment que voilà, j'ai changé ce terme-là. Et puis après, sur comment j'en suis venue à parler un peu plus des juments, il y a des petites histoires, en tout cas, quand j'observe les chevaux de Przewalski, il y a des petites histoires de juments. Alors, il y a des choses d'étalons, évidemment, avec les étalons qui vont se battre et se remplacer à la tête des groupes familiaux. Mais il y a aussi des histoires de juments. Et voilà, au fil du temps, en 20 ans, en côtoyant ce troupeau, j'ai vu des histoires de juments. Bah oui, parce que justement, quand on parle de harem, on a dans l'esprit des gens, hein, c'est l'étalon qui est acteur de tout, en fait. Et du coup, on peut imaginer des juments qui sont passifs, qui ne font que brouter et être à disposition du monarque. J'ai même vu ça dans des bouquins, à sa disposition en temps voulu. Donc, c'est intéressant de dire que les juments aussi, elles ont leurs histoires. Ben, c'est ça, elles ont des histoires et en fait, la place de leurs histoires, je n'y ai pas accordé trop d'importance jusqu'à à peu près, je dirais peut-être l'année dernière, à part une histoire que je ne développerai pas ce soir parce qu'on pourrait y passer 1 heure complète. En fait, ça fait l'objet d'une activité dans mes stages où j'occupe mes participants sur ce cas de Salvia qui, entre guillemets, volait des poulains. Puis en fait, l'activité, c'est pour montrer que la jument ne volait pas des poulains. Si elle avait récupéré ses poulains, c'était probablement pour une autre raison. Et donc, cette histoire-là, je l'ai mise en place en 2020. Donc, voilà, ça fait 3 ans, c'est pas si vieux que ça. Et en fait, déjà, ça m'a mise dans une manière de considérer cette jument d'une autre manière que comment on l'a qualifiée de voleuse de poulains. Déjà, j'avais eu de l'empathie, je pense, pour cette jument. Et ce qui m'a mobilisée pour me pencher sur son cas, c'est le fait que je ne trouvais pas juste, en fait, de penser ça. Et je n'avais pas vraiment d'éléments tangibles autres que ma conviction personnelle, ce qui n'est pas très scientifique, ça.
Enfin voilà, ça n'est pas. Si on dit qu'on est scientifique sans émotion, c'est faux, mais en tout cas, c'est pas admis d'être mobilisé par ça quand on fait de la recherche, qu'on a une démarche scientifique. Mais le scientifique est habité d'une âme et il a des Tout émotions. à fait. Voilà, donc ça, mais c'est pas encore très accepté. Et donc, moi, ce qui m'a mobilisée pour aller contre cette idée qu'elle volait des juments, c'était me dire non, en fait, je l'ai vue, ça fait 20 ans que je la côtoie, elle est pas comme ça. Et donc, j'ai étudié, j'ai trouvé des arguments d'après son histoire, d'après des éléments de vie du troupeau, pour aller vers autre chose. Et puis, mais j'étais pas encore à... Il y avait certaines personnes qui me disaient, ah ouais, tu parles beaucoup des étalons, mais quand même, les juments, est-ce qu'elles font, comme tu disais, Rebecca, est-ce qu'elles sont là juste à subir les étalons? Et je disais, oui, et je le dis toujours, oui, elles subissent d'une certaine manière les étalons. Et puis, à force qu'il y ait différentes personnes qui reviennent à la charge, dont l'an dernier, Sylvain Petit, qui est réalisateur et qui réalise un film qui s'appelle Vivant parmi les vivants, où il a suivi une jument qui s'appelle Stipa. Lui, il est revenu à la charge plusieurs fois en me disant, mais tu insistes beaucoup sur le fait que les juments, elles subissent, mais il y a quand même autre chose, c'est pas possible qu'il y ait que ça, quoi. Et du coup, voilà, ça m'a amené à recoller des petits bouts, à faire des liens entre des éléments que finalement j'avais considérés de manière isolée, hein. Ces histoires de juments que j'ai pu voir, le fait de parler de famille plutôt que de harem, l'histoire de Salvia avec ses vols de poulains, tout ça. Et je me suis dit, oui, j'arrête pas de dire que les étalons, leur rôle, c'est les relations extérieures. Donc ça fait un moment que je le dis, ça fait quelques années que je dis ça. Donc ça, c'est moi, avec ma sensibilité, une manière de vulgariser voilà, ce qui a été observé par les chercheurs et puis qu'on vérifie vraiment sur le terrain. Là, par exemple, si on observe les chevaux de Przewalski. Et je me dis, bah oui, en fait, les juments, c'est les relations intérieures. Et c'est ça qui est magnifique parce que dans les sphères spirituelles, en fait, on va parler du principe masculin, du principe féminin. Le principe masculin, le yin, le yang, tout ça. Et le principe masculin va avoir tendance à se manifester par l'extériorisation, l'action, le manifeste. Le féminin par l'intériorisation, l'intuition, l'intérieur, en fait. Et je trouve hyper intéressant que toi, en tant que scientifique, tu perçoives ça et que tu nous le dises ce soir, justement. Ben oui, alors, mais tu vois, c'est en fait en étant forcé quelque part, hein, forcé dans mon raisonnement par des regards extérieurs plutôt novices, enfin novices. Oui, si, on peut dire novices, en tout cas, qui ne sont pas pétris de ces manières de voir usuelles qu'on peut avoir en science. Voilà, comme je disais, la hiérarchie de dominance, ça a été ça qu'on a observé pendant longtemps chez les animaux, et c'est ce qui a prévalu beaucoup, beaucoup dans les études sur le comportement social des animaux. Donc en fait, quand on fait des études sur le comportement des animaux, on a une certaine culture, et s'en détacher et se rendre compte qu'on est pétri de cette culture-là, c'est pas toujours évident. Et finalement, c'est plutôt par l'extérieur que ça vient résonner. Et le fait que plusieurs personnes, comme Silver, qui a insisté sur ce point-là, et que toi, on va dire 6 mois après, tu viens de me dire, tiens, je ferais bien une conférence sur les juments. Je me dis, ah ben là, il y a un truc intéressant. En fait, j'ai peut-être des choses à dire sous cet angle-là. Donc, en fait, c'est une longue réponse à ta première question. Ça fait finalement peu de temps que je parle des juments spécifiquement, mais ça fait peut-être quand même plus longtemps que j'ai mis des petites briques en place pour y arriver maintenant et que ce soit un petit peu plus construit. Bah, merci beaucoup. Et du coup, qu'est-ce que tu observes au niveau de ces comportements de ces juments? Si on parle, par exemple, on va parler des relations extérieures pour revenir un petit peu à l'étalon. Qu'est-ce qui ferait la différence entre un étalon dans un groupe de bachelors et un étalon dans un groupe de juments? Qu'est-ce que l'un apporte à l'autre, en fait? Puisque auparavant, on partait du principe l'étalon règne, il domine, il est la reproduction, c'est lui. Qu'est-ce que l'un apporte à l'autre dans ces vases communicants, dans ces échanges, en fait? Bah, en fait, probablement, mais ça c'est pareil, il faut bien faire attention, là, il y a toutes les personnes qui écoutent, qui voient cette conférence, que ça c'est mon point de vue aujourd'hui, et c'est pas ce qui est documenté forcément hein, sur les chevaux. Donc là, c'est vraiment mon point de vue personnel. En m'appuyant sur évidemment des études scientifiques et des observations, mais qui ne sont pas pour autant quantifiées là, de ce que j'ai pu voir. Pour moi, les étalons célibataires, donc les bachelors,
eux, ils sont donc plutôt en attente d'avoir des juments. Alors, si on est sur ces étalons qui sont en attente d'avoir des juments, parce qu'on a des étalons qui tournent la page et qui ne cherchent plus, ou pas, peut-être jamais d'ailleurs, à avoir des juments. Donc, on a aussi des profils d'individus différents. Ce serait un peu trop stigmatisant de ranger ces étalons célibataires dans cette case de plein de testostérone et vouloir à tout prix des juments. Ce n'est pas non plus forcément le cas. Mais en tout cas, pour ceux qui seraient en attente d'avoir des juments, ils peuvent se montrer assez violents, on peut dire ça comme ça, à la fois vis-à-vis des étalons qui vont combattre et challenger pour accéder aux juments, et parfois vis-à-vis des juments. Alors ça, moi, je ne l'ai jamais observé, mais c'est rapporté sur les chevaux donc, vivant libres aux États-Unis, les Mustangs. Joël Berger, dans les années 1980, a suivi pendant très longtemps, pendant plus de 10 ans, les mêmes chevaux sur le même site. Et lui, il a observé parfois des cas de viol chez les juments. Et ça a été rapporté chez d'autres populations férales, donc de chevaux vivant à l'état libre, mais qui sont des domestiques retournés à l'état sauvage, en tout cas dans les 100 dernières années, quoi. Et ce qui se passe, c'est que ces viols sont perpétrés par des mâles qui n'ont pas accès aux juments. Donc ces fameux étalons célibataires qui cherchent à avoir des juments. Et ils arrivent à harceler la jument, parce que la jument n'est pas consentante, hein. C'est pour ça qu'on parle de viol, c'est vraiment parce qu'il y a une opposition de la part de la jument qui va fuir l'étalon, envoyer des ruades, mais au bout de plusieurs heures et des tentatives de saillir répétées, l'étalon finit par avoir gain de cause et peut l'assaillir à plusieurs reprises. Et ça, donc, ça a été, je dirais même déjà dans les années 80, interprété comme du viol, parce que certains auraient pu dire, bah, peut-être c'est une manière pour l'étalon de s'assurer sa descendance par rapport à une jument qui était en gestation, etc. Bon, tout ça, c'est pas forcément, ça tient pas forcément bien la route, mais en tout cas, c'est des étalons extérieurs. Et ces juments, elles peuvent avoir été isolées par cet étalon célibataire au profit de, je sais pas, une pagaille générale, alors qu'elles étaient elles-mêmes avec leur étalon familial. Et l'étalon familial, lui, il se comporte jamais de cette façon-là avec ses juments. Voilà. Ça, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que ces viols existent à l'intérieur du troupeau? Non. Vraisemblablement, c'est jamais observé. C'est-à-dire que Familial, pardon. l'étalon qui est au sein d'une famille, il a des relations apaisées avec ses juments, enfin apaisées, pas forcément tout le temps, mais en tout cas, il ne va pas forcer les juments à l'accouplement et il va au contraire les courtiser, les approcher régulièrement et aller au contact tactile, les toucher si elles sont d'accord. C'est-à-dire qu'à tout moment, la jument peut dire non. Alors que Quand elle dit non, il ne se passe rien du tout. Donc, la notion de consentement, en fait, est très important à l'intérieur du groupe familial. Alors que justement, c'est ça qui a été aussi vérifié sur les cas de viol, c'est qu'il n'y avait absolument pas de comportement de cours. L'étalon, il sautait directement, il essayait de sauter directement sur la jument sans préalable. Et du coup, ça n'existe pas dans le groupe familial. Donc, dans le groupe familial, il y a le fait de, on peut dire, la douceur de l'étalon et le lien qu'il peut avoir avec ses juments, et le fait qu'il attende leur consentement. Même si de temps en temps, il peut essayer, hein, mais il est très vite remis au pas par les juments qui disent non, non, là, c'est pas... là, tu t'arrêtes là, ça suffit. Et ça suffit, c'est-à-dire qu'elles n'ont même pas besoin forcément d'envoyer une ruade à l'étalon. Donc, elles ont le propre pouvoir de leur propre aussi, de leur propre corps, de leur propre destinée au sein de la famille, en fait. Elles ne sont pas soumises au monarque, qui n'ont pas un monarque. Voilà, pas tout à fait. Par contre, elles sont soumises éventuellement à ces décisions qui sont relatives aux relations extérieures de nouveau. D'accord. Il y a un autre groupe familial, donc avec un autre étalon, ou alors un groupe de mâles célibataires dans les parages, l'étalon familial qui contrôle les juments, parce que quelque part, il les contrôle quand même en partie, il va les empêcher d'aller dans cette direction. Donc là, il va contrer le déplacement des juments et les empêcher d'aller dans une direction. Donc ça, c'est plutôt en réaction à un dérangement que l'étalon fait ça, et les juments vont obtempérer de plus ou moins bonne grâce. Donc ça dépend évidemment de l'enjeu qu'il y a. Si ça fait un moment qu'elles veulent aller boire et que ça fait 10 fois que l'étalon les empêche d'aller boire, elles peuvent s'opposer plus farouchement, et à un moment donné, elles auront gain de cause. Et de toute façon, l'étalon familial lui-même, par exemple, a soif. Donc il y a aussi un bénéfice à quand même suivre l'initiative des juments. Mais par exemple, si l'étalon a soif, et qu'on n'est pas sur un enjeu de perturbation par la proximité des étalons célibataires,
il ne va pas adopter le même comportement pour contrôler ses juments, qui s'appelle la conduite, le nez au ras du sol, les oreilles plaquées et pouvant mordre pour vraiment diriger les juments vers où il lui semble bon d'aller. Là, s'il a envie d'aller boire et d'y aller avec son groupe, il ne va pas faire ça. Il va prendre la tête du groupe, se diriger vers le point d'eau et c'est qui même me suivent. Donc ça s'appelle du leadership. Et le leadership, ce n'est pas forcément l'étalon qui l'a. Donc les juments, et évidemment les poulains, mais c'est plutôt une décision d'adulte, elles vont suivre si elles ont envie. Mais si elles, par exemple, elles décidaient de, c'est pas le moment, elles n'ont pas envie d'aller boire à ce moment-là, bah, l'étalon, il y a de fortes chances qu'il fasse demi-tour et qu'il revienne et qu'il attende ou qu'il retente jusqu'à temps que ça marche, ou alors qu'une jument prenne la tête et y aille. Mais il ne va pas les forcer à aller boire par ce contrôle que pourtant il pourrait avoir. Donc le contrôle qu'il a en fait dans ses relations extérieures, c'est plus pour défendre cette famille, tout simplement. Exactement, c'est vraiment ça. Et donc ce que les juments, je pense, ont, et ça c'est quand même écrit dans les publications scientifiques, les juments, elles ont certainement un autre intérêt à être avec un étalon, on va dire, sûr et avec lequel elles ont développé un lien, même un attachement probablement, c'est aussi la sécurité de survie des poulains. Parce que cet aspect-là, de nouveau, une jument qui met bas, elle est plus vulnérable, c'est pas tant vis-à-vis des prédateurs. Là, il faut plutôt imaginer être dans une société de chevaux et le souci, ça peut être ces étalons célibataires qui traînent dans les parages, c'est un peu les blousons noirs de la zone, quoi. Et s'il tombe sur une jument qui est isolée de son groupe pendant la mise bas, parce que l'étalon familial a laissé la jument tranquille et il estime que, voilà, de toute façon, elle ne peut pas écouter l'injonction à suivre le groupe, même s'il y a d'autres chevaux dans les parages, il la laisse tranquille. Et peut-être que à ce moment-là, on a des étalons célibataires qui arrivent et qui vont essayer de récupérer cette jument. Et ils s'en fichent du poulain. Et c'est là où ils peuvent se montrer violents. Et comme la jument va essayer de protéger son poulain parce que le poulain n'est pas capable de reconnaître encore sa mère. Donc probablement, ces comportements-là, ils sont adaptés à ça. C'est que la jument va privilégier le lien, le rapprochement avec son poulain, que si le poulain est séparé de sa mère, il est fichu, il va mourir parce qu'il ne sera pas capable de retourner vers sa mère. Donc la jument, elle va se montrer très virulente par rapport à toute approche, toute intrusion, et seuls éventuellement les grands frères, les grandes sœurs, souvent sont les premiers à avoir le droit de s'approcher, mais pas plus. Normalement, c'est au sein de la famille. Donc là, si on a un étalon célibataire qui s'approche et qui veut récupérer la jument elle ne va pas vouloir bouger et elle va se montrer plutôt agressive, évidemment, vis-à-vis de l'étalon. Et là, l'étalon, lui, il peut rediriger sa frustration en agressivité et alors, essayer d'agresser la jument, il ne va pas trop pouvoir puisqu'elle se défend, mais du coup, qui est-ce qu'il prend ? C'est le poulain. Parce que le poulain, lui, il est inoffensif, c'est bien un cheval, mais il ne répond pas au code des chevaux. Et donc, il peut y avoir des poulains qui sont tués comme ça par des étalons célibataires. Donc le comportement de l'étalon du père de famille, en fait, c'est de protéger ses enfants, sa descendance, sa famille. Ouais. Alors, sa descendance, oui et non. C'est-à-dire que parfois, biologiquement, il n'est même pas le père des poulains. Et même, il peut, entre guillemets, le savoir. Par exemple, s'il a récupéré un groupe familial et qu'il y a des poulains qui ont 1 an ou même 2 ans, il peut aussi défendre ces poulains-là. Donc, il prend en compte à la fois les nouveau-nés, et qui ne sont d'ailleurs pas forcément pareil, ces poulains, s'il n'a pas sailli les juments l'année d'avant, et puis les autres aussi. Donc oui, l'étalon, probablement, il apporte une sécurité vis-à-vis des relations extérieures de nouveau. Et qu'est-ce que les juments vont apporter à l'étalon, justement? Est-ce que, par exemple, si on regarde un groupe de bachelors et on regarde un groupe familial, est-ce que chaque groupe a accès aux mêmes ressources, à la même qualité de ressources dans un écosystème donné? Alors justement, les juments, donc elles trouvent l'intérêt d'être avec un étalon, enfin le même étalon, et d'avoir une sorte de fidélité à cet étalon, donc pour la sécurité, on va dire, sur la reproduction et pour leur descendance, leur poulain, quoi. Donc la famille. Après, ce qu'on constate, ça a été documenté sur les Mustangs, les groupes familiaux, visiblement, ils ont accès aux meilleures ressources. Ils sont dans les plaines, ils sont dans les zones les plus riches, alors que les étalons célibataires sont plutôt dans les parties plus accidentées, en hauteur, parfois dans des zones pas très productives en termes de production végétale. Et aussi, pour accéder au point d'eau,
eh bien, si on regarde l'accès aux points d'eau, et ça, c'est pareil, c'est documenté partout, ce sont les groupes familiaux qui sont prioritaires par rapport aux étalons célibataires. Et ça, on pourrait se dire, bah, c'est l'étalon familial qui est dominant sur les étalons célibataires. Donc, on peut le lire comme ça, on peut l'interpréter de cette façon-là, ce qui est une interprétation. Mais après, ce que je me dis aussi, en regardant les chevaux et en regardant parfois des comportements d'étalons, avec jument, sans jument, puisque quand on les suit pendant toute leur vie, sur une quinzaine ou une vingtaine d'années, on peut voir comme ça des épisodes, des étapes, des moments dans leur vie différents. Et en fait, moi, ce qui me semble, donc ça c'est mon interprétation cette fois, c'est que les juments, elles donnent un prétexte aux étalons pour se comporter de manière agressive avec les autres étalons. Et que c'est accepté. Et que du coup, ils peuvent comme ça, ils bénéficient donc de ce fait, eux aussi, en étant chefs de famille, quelque part, ils bénéficient finalement des meilleures ressources. Alors en même temps, il vaut mieux pour eux parce qu'ils ne ménagent pas leur peine, et un étalon chef de famille, en général, il est en moins bonne condition corporelle qu'un étalon célibataire. Ils sont plus amaigris parce qu'ils sont très actifs justement pour repousser les différents prétendants. Mais voilà, c'est peut-être un bénéfice qu'ils ont aussi, eux, à être avec des juments et voilà, parce que Est-ce c'est... que ce bénéfice, il n'est pas directement justement de ce pouvoir intérieur des juments? Est-ce que finalement, c'est pas elle qui gère cette structure sociale interne de la famille, puisque l'étalon est occupé à l'extérieur? Ouais. Donc en effet, c'est sûr que la cohésion du groupe, on pourrait se dire, bah voilà, l'étalon, il fait ses conduites, il rassemble ses juments, il évite qu'elles s'éparpillent et qu'elles aillent voir un autre étalon. En fait, on se rend compte que, ça c'est pareil, c'est documenté aussi par différents articles, un étalon peut quitter son groupe familial pour aller à la rencontre d'étalons célibataires ou d'un étalon qui a une autre famille, et parfois partir hors de vue même de son groupe, ou en tout cas plusieurs minutes, parfois jusqu'à un quart d'heure, assez loin de son groupe. Et son groupe familial, donc composé par des juments adultes et des poulains, il ne s'éparpille pas dans la nature. Il y a une vraie cohésion interne à ce groupe. Et la cohésion, elle tient du fait que les juments, elles s'entendent ensemble. Et que si elles ne s'entendaient pas, oui, peut-être elles s'éparpilleraient. Et il y a des cas comme ça rapportés, je crois, chez les Mustangs, de groupes qui tiennent quasiment peut-être une année suite au décès de l'étalon. Ce groupe, il continue à évoluer tout seul. Alors, pour quelles raisons il n'est pas récupéré par des étalons célibataires, je n'ai pas les détails et savoir quelles sont les opportunités là, sur place, mais en tout cas, cette cohésion, oui, elle tient à la fois un peu de l'étalon, du fait qu'il va empêcher qu'il y ait des rencontres avec on pourrait dire des étrangers au groupe, mais aussi du fait des juments qui maintiennent ces liens entre elles. Et puis, bien sûr, il y a des affinités, elles vont brouter côte à côte, elles vont faire des toilettages mutuels. Il y a aussi une hiérarchie, donc il y a des mésententes entre certaines juments à certains moments donnés ou vraiment clairement avérées entre certaines qui s'évitent soigneusement. Mais il n'empêche qu'elles peuvent aussi rester ensemble. C'est très intéressant. Justement, par rapport, on parlait du rôle, le principe masculin et féminin, on va dire souvent que le masculin, il protège, le féminin soigne. Et donc, cet accès aux meilleures ressources, c'est le soin que peut apporter cette force intérieure des juments, justement. Oui, c'est joli. Je ne connaissais pas ça voilà, sur les aspects humains ou en spiritualité, mais c'est vrai qu'en tout cas, là, ça pourrait se vérifier avec les chevaux, ouais, leur système social. Hyper intéressant que les ponts convergent comme ça. Donc, est-ce que tu as des anecdotes justement de comportement, toi qui observes énormément les chevaux, les troupeaux sauvages comme ça, de Przewalski en l'occurrence, est-ce que tu as des exemples je sais pas, de juments qui auraient pris en main, enfin en sabot, on va dire, leur propre vie, leur propre destinée, ou de systèmes de cohésion qu'elles aient pu mettre en place, qui échapperaient complètement en fait à l'étalon, et ou peut-être même qui se soumettraient et suivraient tout simplement, ou Oui, alors j'ai deux petites histoires de ce type-là. Alors déjà, il faut que je refasse un petit peu un apport de connaissances sur le comportement des juments. Les jeunes juments, comme les jeunes mâles, vont quitter leur groupe de naissance vers l'âge de 2 ans, 2 ou 3 ans, au moment où elles sont en chaleur. Et l'étalon,
Si c'est lui qui les a vus grandir, ces juments, il les laisse partir. Par contre, si ça fait 1 an, moins d'1 an qu'il est là, c'est possible qu'il garde cette jument et la considère comme un partenaire sexuel. Donc, ce serait un peu les exceptions. Mais la règle générale, c'est que la jeune jument va partir et que l'étalon la laisse partir. Ça, c'est pour éviter les conflits de consanguinité et tout ça, c'est la règle naturelle. Voilà. Après, on ne sait pas exactement, Mm. parce qu'évidemment, il y a aussi des cas où ça ne correspond pas à la règle générale. Et on a quand même des comportements incestueux, donc d'un étalon qui se reproduirait avec sa fille, ça arrive aussi. Mais on va dire la règle générale, c'est plutôt la jeune jument qui quitte son groupe familial. Et là, on a l'impression que justement, elles expérimentent un peu des trucs pas toujours très sympas, parce que, évidemment, quittant le groupe familial et étant en chaleur, elles attirent la convoitise des étalons. Donc, c'est peut-être ça aussi, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, qui peut les inciter à se mettre à plusieurs ensuite et à se dire, OK, bah, être à plusieurs juments, c'est quand même un peu plus cool. Et être avec un étalon qui écarte les autres, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, je ne sais pas. Là, je projette, mais ça, à mon avis, ce n'est pas une hypothèse à rejeter. Donc, elles quittent le groupe familial. Elles vont trouver tôt ou tard des étalons célibataires ou un étalon célibataire qui va mettre le grappin dessus, on peut vraiment dire ça, parce que là, pour le coup, ça devient sa précieuse chose qu'il ne faut surtout pas perdre, et donc il va se montrer très actif vis-à-vis des autres mâles, et donc très dans le contrôle de la jument, si c'en est qu'une. Si c'est un étalon familial qui a déjà d'autres juments, en général, il est plus cool. Mais si c'est un étalon célibataire qui a surtout en plus jamais eu de jument, alors là, il en fait des tonnes pour vraiment s'assurer cette exclusivité avec cette jument. Et donc, j'ai deux petites histoires sur les Przewalski, où on a un étalon qui a dû se mettre au pas par rapport à sa jument. Et alors, en fait, ça vient aussi du fait que cet étalon, il s'appelait Nour. Cet étalon, il était handicapé. Ouais. Il avait le genou, donc l'antérieur, l'équivalent de notre poignet droit, qui était complètement arthrosé suite à, quand il était plus jeune, donc vers l'âge de 5 ans, il a eu vraisemblablement une morsure dans l'articulation qui s'est un peu infectée et du coup, ça s'est cicatrisé, puis ça s'est cicatrisé de cette façon-là, donc il ne pouvait plus plier son antérieur. Visiblement, il n'avait pas mal, mais en tout cas, il ne pouvait plus plier du tout l'antérieur. Alors, il trottait, il galopait, il se couchait, il se relevait, et il était dominant sur les étalons célibataires. Et donc, quand le premier cas, c'est Galaxy, quand Galaxy a quitté son groupe familial et qu'elle a été récupérée par les étalons célibataires, en fait, c'est assez rapidement Nour qui a pris le contrôle de Galaxy. Et visiblement, Galaxy, elle s'est attachée à un autre étalon qui s'appelait Adonis, qui était assez âgé, qui avait une vingtaine d'années. Adonis, qui d'ailleurs, soit dit en passant, avait aussi le même problème. Lui, il avait pareil un gros genou. Et donc, c'était le groupe des deux gros genoux. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Galaxy, si Nour voulait la contrôler, tout de suite, elle se rapprochait d'Adonis. Et si lui, il essayait d'écarter Adonis, de toute façon, il ne pouvait rien faire parce que Galaxy voulait toujours retourner vers ce vieil étalon. Donc, ce qu'il a fait, bah, il a gardé les deux. Et le vieil Adonis, lui, visiblement, il y trouvait son compte. Alors, il écoutait plus ou moins les conduites, donc les consignes de guidage que pouvait faire Nour, mais en tout cas, il restait avec Galaxy. Galaxy faisait des toilettages mutuels avec Adonis. Elle se mettait au repos debout tête bêche avec lui, et pas avec Nour. Et Nour, par contre, lui, il gérait les relations extérieures. Donc, il écartait les autres étalons. Donc ça, c'était quand même assez rigolo. Bon, ça n'a pas duré parce que Nour n'était pas physiquement apte à tenir une fois que le jument était de nouveau en chaleur. Et donc, elle a été récupérée par d'autres étalons à ce moment-là. Mais c'était assez rigolo. S'il avait été en condition physique, ça aurait pu tenir, en fait. En fait, Galaxy, elle a choisi son partenaire. Elle a choisi son partenaire, mais probablement, lui aurait peut-être pas, du fait de son... S'il n'avait pas eu de handicap, peut-être qu'il n'aurait pas toléré un autre étalon. Il aurait peut-être décuplé encore plus d'énergie pour garder cette jument-là. Ça, je ne sais pas trop dire. Mais en tout cas, voilà, ça s'est passé de cette façon-là. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que ça s'est reproduit. C'est-à-dire qu'une autre jeune jument, quelques années plus tard, Fantasia, en quittant son groupe de naissance,
Et ben, en fait, il s'est produit la même chose. Elle a été récupérée d'abord par, on va dire, un peu l'ensemble des étalons célibataires. Et assez rapidement, c'est Nour qui a récupéré Fantasia et un autre étalon, Calcio. Et Calcio qui était jeune, contrairement au cas où là, c'était Adonis qui était un étalon assez âgé, qui avait déjà des juments. Là, Calcio, lui, il avait 3 ans. Voilà, lui, trouvait ça bien, quoi. Il avait une copine, donc pareil, le toilettage mutuel, tout ça. Et donc, Nour faisait des conduites sur les deux. Et, voilà, du coup, il acceptait visiblement Calcio sans problème. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a même un quatrième larron qui est arrivé dans l'histoire, qui s'appelait Vlad, qui était un peu plus âgé. Et lui, Vlad, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis encore plus en périphérie. Et lui, il s'est mis à défendre contre d'autres étalons. Et Nour, visiblement, le tolérait. Et tous les deux toléraient Calcio, qui était plus jeune. Et ça a duré plusieurs mois où on avait vraiment le noyau central avec le petit étalon Calcio et Fantasia. Et puis Nour qui contrôlait ça. Et Vlad qui, lui, supervisait encore les relations extérieures si jamais il y avait des étalons qui s'approchaient. Et Nour est mort. Ouais. Il est mort en hiver. Et en fait, ce groupe a complètement éclaté et c'est Vlad qui a récupéré Fantasia. D'accord. Autre jument par la suite. Mais c'était intéressant ce que tu disais parce que tu disais au centre de tout, Ouais, il y a la jument. ouais, Et tu exactement. avais deux étalons, si j'ai bien compris, qui protégeaient cette petite structure avec ce jeune mâle et puis cette jument, en fait. Ouais, exactement. Parce que c'est Donc la ça, jument qui a choisi. ouais, voilà. Là, pour moi, c'est vraiment ça. Intéressant. C'est vraiment la jument qui a choisi et qui, quelque part, a quand même eu un peu de contrôle. Parfois, c'est pas le cas. Hein. On a le cas de Hécat. Elle, quand elle a émigré, Wasabi a mis le grappin dessus et il l'a pas lâché. Et pendant un an, je pense que c'était un peu compliqué pour elle parce que il était à la contrôler tout le temps et on voyait que il lui courait après, quoi. Donc, et à chaque fois, il lui courait après et finalement, il revenait au point où ils étaient avant parce que c'est elle qui décidait un peu. Alors, pour le coup, elle décidait quand même un peu de où elle voulait aller. Mais il s'est épuisé à la contrôler, et ce qui fait que l'année suivante, comme il était rincé, il l'a perdu au profit d'un autre étalon. Mhm. Intéressant, ouais, ouais. Bah, j'aime bien cette idée de centre encore. Et je voulais te poser encore une autre question, justement, parce qu'on parle beaucoup des relations extérieures, et donc on a un petit peu ensemble mis le doigt sur cette force intérieure. En cas de prédation, comment ça se passe ou comment ça se passerait? Est-ce que c'est l'étalon qui serait toujours à bougez pas, les filles, je vais aller vous défendre? Euh, Quelles pourraient être tes observations? Je pense que dans le cosmégen, il y a quand même des cas de prédation. Il peut y avoir des cas de prédation d'éléments externes qui viennent un peu perturber le troupeau. Ouais, alors on n'a pas de prédation véritable hein, sur le cosmégen. En Mongolie, oui. En Mongolie, les chevaux ont été réintroduits par l'association TAC. Il y a de la prédation par les loups, mais je crois que personne n'a jamais vu véritablement des attaques. On voit toujours les conséquences des poulains qui disparaissent, parce que c'est plutôt les poulains qui sont victimes de la prédation. Mais sur le cosmégen, de ce qu'on a pu voir, on a quand même essayé en 2007 de reproduire un cas d'attaque avec un chien loup tchèque qui était dressé sur troupeau de brebis, donc extrêmement bien éduqué et très bien entraîné. Alors ça pouvait être risqué hein, pour le chien loup tchèque qui s'appelait Torgal, parce que évidemment il pouvait se prendre un coup de pied ou quoi, mais son conducteur, qui s'appelait Étienne, avait tout à fait conscience de ça. Il était partant pour cette expérience qui a été filmée et c'était pour un reportage pour Equidia, à l'époque la chaîne du cheval. Et donc, moi, j'étais là sur ce tournage. Et ce qu'on a vu, c'est que dès que le chien il a été envoyé sur les groupes familiaux, puisque c'est sur les groupes familiaux qu'on l'a fait, eh bien, les groupes se sont tout de suite rassemblés. Ils pouvaient être un peu éparpillés parce qu'ils broutaient, tout ça. Tout de suite, ils se sont resserrés, à la fois du fait des juments qui tout de suite se rassemblent et les talons qui faisaient des conduites voilà, pour rassembler tout le monde, poulains et juments compris. Et puis, on a un étalon qui a manifesté assez vite de l'agressivité vers le chien loup tchèque en le chargeant voilà, oreille couchée, la bouche en avant, essayant de l'aplatir avec ses antérieurs. Mhm. Et en fait, les juments, elles ne sont pas restées en reste hein, par rapport à ça. On a eu aussi, parce qu'on a fait plusieurs tests, et il fallait encourager un peu le chien, parce que le chien n'était pas fou non plus.
il voyait bien que la situation n'était pas à son avantage, déjà en termes de nombre. Mais quand on a refait sur la fin, sur le dernier test qu'on a fait, on a 2 juments, c'était Salandra et Clochette, qui se sont mises à sauter autour du chien et c'était 2 juments, quoi. Et leur étalon Eucortipus, à l'époque, lui, il était en retrait, quoi. Et c'était elle, là, qui y allait. Donc ça, c'était une expérience où on voyait bien que voilà, ça dépend de qui est là et ça peut aussi être les juments. Puis il y a eu un cas qui était assez intéressant, donc c'est beaucoup plus récent. Sur le Causse Méjean, il y a des vautours. Les vautours ne sont pas des prédateurs des chevaux, ce sont les écarisseurs naturels du ciel, venus du ciel. Et donc, ces vautours, il y en a un nombre assez important en Lozère. Et en été, on a les jeunes vautours qui quittent le nid et ils sont un peu pas encore très dégourdis pour trouver à manger. Et donc, certains sont un peu en attente, ils se posent à droite, à gauche, et ils ne savent pas forcément trouver à manger. Et un été, donc je crois que c'était en 2021, on a un jeune, ou 2020, je ne sais plus, on a un jeune vautour qui, moi, j'avais repéré en arrivant sur le Causse Méjean, puisque je n'habite pas moi, sur place, je viens pour les stages. Et en arrivant sur le Causse, j'ai vu, à côté d'un troupeau de vaches, un vautour qui était posé. Alors, je trouvais ça assez étonnant, parce qu'on ne voit jamais ça. Donc, je me suis arrêtée, je l'ai observé, et ce vautour, à un moment, il s'est envolé, et visiblement, son projet, c'était de se poser sur une vache. Donc, quand même, bon, alors, comme c'est un vol quand même assez lourd et lent, évidemment, il n'a pas réussi. Les vaches et les veaux se sont écartés. Donc, il s'est retrouvé posé, bon, et les vaches sont restées un petit peu plus loin. Et en discutant avec les autres personnes de l'équipe de TAC, il avait été repéré par le parc des Cévennes et il avait ce comportement depuis quelques jours à s'approcher comme ça des troupeaux et à essayer comme ça de peut-être se poser sur les animaux. Et puis le lendemain ou le surlendemain, ce jeune vautour, il est arrivé dans l'enclos des Przewalski. Donc il s'est posé à proximité de nous quand on l'a vu et on l'a observé, on l'a bien observé parce qu'en plus il y avait quelqu'un qui filmait à ce moment-là. Ce vautour, il s'est posé à proximité d'un groupe familial, celui de Louravi. Et à un moment donné, il a fait comme sur les vaches, il s'est envolé et puis il a essayé de se poser sur les chevaux. Bon, tout le monde s'est éparpillé. Louravi a un peu, je crois, l'a plus ou moins chassé, mais pas trop. Et puis au bout d'un moment, ce vautour, il s'est envolé et il est allé vers un autre groupe familial qui était un petit peu plus loin, qui était dans la pente, et c'était le groupe de l'étalon Tandori, qui avait 2 juments à ce moment-là. Il avait 2 vieilles juments. Quand je dis vieilles, c'était elles avaient plus de 20 ans toutes les deux, Stipa et Églantine. Et donc, cet oiseau, il se posait vraiment proche, c'est-à-dire il se posait à 5-6 mètres des chevaux, quoi, hein. Il était vraiment tout proche. Et bien là, il y avait Tandori qui se planquait derrière Stipa et Églantine. Il relevait un peu la tête en écarquillant les yeux, en voyant cette espèce de gros vautour là, qui était à côté. Il ne semblait pas du tout rassuré. Et en fait, régulièrement, c'est Stipa qui chargeait le vautour. Mais elle chargeait comme je vous ai décrit ce tapazin sur le chien loup, c'est-à-dire les dents en avant et prête à le piétiner de ses antérieurs. Voilà. Et elle l'a fait à plusieurs reprises. Alors, du coup, le vautour, il voltait ou il essayait de l'impressionner, mais il était obligé de battre en retraite quand même. Puis au bout d'un moment, le vautour est parti et il s'est envolé. On l'a vu rejoindre des vautours qui étaient très très hauts dans le ciel. Et là, ça montre que non, c'est girl power, là, c'est pas les étalons, quoi. Ah, les étalons, donc les relations extérieures, c'est entre eux finalement. Peut-être. Après, bon, ils peuvent aller au-devant des dangers qui peuvent toucher le groupe quand même, hein, mais je pense que c'est des histoires d'individus aussi. Donc la jument, elle a cette force, ce potentiel, cette force en fait de pouvoir défendre aussi la structure sociale. Ouais, probablement. Ouais. Ça, c'est super intéressant parce que nous, on s'imagine, quand je dis nous, dans tout le collectif, hein, parce qu'effectivement, j'ai pu participer au stage avec toi, je suis aussi femme de chevaux, mais les gens ont cet imaginaire, encore une fois, de l'étalon qui est hyper actif et qui fait tout, qui défend. Et c'était pour moi hyper intéressant d'entendre ces témoignages de ta part pour montrer aussi ce pouvoir intérieur qui existe à l'intérieur du troupeau, quoi, celui des juments. Je trouve ça vraiment chouette. Écoute, moi, je n'ai pas d'autres questions par rapport à ça. Est-ce que tu as d'autres anecdotes? Peut-être nous parler un petit peu aussi de ce que tu fais dans l'association TAC, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, j'en doute.
mais ça serait quand même intéressant de revenir dessus et de savoir où est-ce qu'on peut te rencontrer, si c'est possible. Est-ce que ces chevaux, on peut aller les rencontrer aussi, ces chevaux sauvages, et observer de nous-mêmes tout ça. Donc, Ouais. Ouais, bah alors je peux vous expliquer un petit peu. Alors moi, mon travail au quotidien, c'est vraiment de faire le lien entre les connaissances scientifiques qui sont générées par les chercheurs en éthologie sur le comportement des chevaux, et donc rendre accessibles ces connaissances aux personnes qui s'intéressent au comportement des chevaux, soit à titre de loisir, soit à titre professionnel, si on est enseignant d'équitation ou gérant d'une pension, par exemple. Et donc, je me déplace, moi, dans toute la France. Je vais aussi en Suisse et en Belgique. Et donc, je fais des formations. Ça peut être sur le bien-être des chevaux, le comportement social. Voilà. Donc, c'est ce que je fais. J'ai écrit plusieurs livres aussi. Et à l'association TAC, je travaille 3 jours par mois pour l'association, à la fois sur des aspects de communication, de suivi des chevaux pour appuyer mes collègues qui, eux, sont sur le terrain, parce que moi, je ne suis pas basée en Lozère, donc je vais régulièrement à l'association, mais je ne suis pas en permanence sur place. Et aussi, donc, depuis 2007, j'organise des stages d'observation de ces chevaux. Donc là, c'est une mise en lumière, je dirais, des relations sociales des chevaux. Et donc, j'apporte à la fois des contenus théoriques en salle, et aussi on a des séances d'observation, comme tu l'as fait, Rebecca, où on va observer les chevaux avec soit des consignes d'observation pour apprendre à quantifier des observations, et puis il y a des périodes aussi d'observation libre où on est là et on cueille ce qui se présente, et je commente ce que je vois aussi, justement en termes de connaissance des individus et de connaissance des types de comportements qu'ils peuvent exprimer. Et donc, ces stages, je les fais donc, durant l'année, alors plutôt à la belle période, c'est-à-dire entre le printemps et l'automne. L'hiver, je le réserve à ceux qui sont déjà venus pour ne pas être effrayés des conditions, parce qu'il peut faire bien froid, il peut y avoir de la neige. Mais sinon, c'est des stages vous pouvez retrouver sur mon site internet. Donc, mon site internet, c'est helenroche.fr. Et le mieux aussi, le plus à jour, c'est ma lettre d'information mensuelle, qui est donc pareil sur mon site internet. Vous pouvez trouver lettre d'info et vous abonner à la newsletter qui est mensuelle. Et sinon, si vous voulez rencontrer ces chevaux en dehors des stages, à l'association TAC, c'est tout à fait possible aussi, au gré de vos vacances, toute l'année, parce que l'équipe donc, est en permanence sur place. Mes collègues sont présents sur le Cosméjean, et ils peuvent vous emmener les jeudis découvrir le troupeau en comité privilégié. Donc, c'est le jeudi, soit matin, soit après-midi, en fonction des saisons, parce que parfois, il y a du brouillard. Alors, du coup, c'est plutôt l'après-midi. Et puis, l'été, il fait trop chaud, donc c'est plutôt le matin. Voilà. Mais donc, ça s'appelle participer au suivi scientifique. Donc là, vous êtes maximum 4. Il faut voir les tarifs sur le site de TAC. Donc, TAC, ça s'écrit je T-A-K-H. mettrai tout, de toute façon, ton site, le site de Merci. l'association sur la page de Dans les pas des chevaux. Voilà. Donc, sur le site de TAC, vous verrez si vous voulez participer au suivi scientifique, c'est une possibilité. Et sinon, si vous êtes en famille ou que vous avez un plus petit budget ou que vous voulez faire moins long, vous avez aussi, c'est plutôt durant l'été, des visites en groupe un peu plus grand, où vous rentrez aussi dans l'enclos des chevaux. Et là, vous avez 1 heure à peu près où il y a un de mes collègues ou une de mes collègues qui vous explique le projet et voilà, pourquoi il y a ces chevaux qui sont présents sur le Cosméjean et qui vous donnent quelques éléments. Il ne faut pas hésiter à venir l'été, parce qu'on a en plus un renfort d'accueil avec des personnes qui sont embauchées pour l'été pour accueillir les visiteurs depuis l'extérieur de l'enclos. Et donc, ça, c'est gratuit aussi. Donc, vous pouvez voir les chevaux depuis les bords de la clôture. Ils sont souvent visibles parce que le point d'eau, qui est unique, il y en a un seul, je veux dire, dans l'enclos. Il n'est pas très loin de la route, et du coup, il ne faut pas hésiter à venir solliciter les personnes de l'accueil qui peuvent vous expliquer, vous donner des explications. Et puis voilà. Donc, vous avez plusieurs possibilités, et n'hésitez pas, si vous avez des demandes spécifiques, on peut aussi, à l'association TAC, vous proposer des accueils de groupe déjà constitués. Donc, si vous avez une envie de constituer un groupe et de venir à un moment particulier sur une thématique particulière, alors les chevaux, ce sera éventuellement moi, c'est plutôt moi, mais si vous avez aussi des envies de découvrir la faune, la flore, c'est aussi possible. On a
on a aussi ces propositions-là à vous faire si vous en avez envie. Donc, n'hésitez pas à découvrir ça sur le site de TAC, donc tac.org. Merci Tak, Rebecca, en tout cas, qui de veut m'avoir dire, donné la possibilité. Tak, c'est le nom du cheval en mongol, hein, c'est juste. Ce que tu viens de dire est hyper intéressant parce que du coup, peut-être que je te recontacterai pour un autre webinaire. J'avais l'intention de le faire aussi avec une autre association, donc peut-être voir faire quelque chose de collectif sur l'impact écologique de la présence des chevaux, en fait. Mhm. Comme tu disais, Ouais. sur les végétations, sur les espèces. Et je trouve que ça serait intéressant parce qu'on a toujours tendance à dire, c'est un petit peu mon mot de la fin, après on vous laisse la place pour les questions. On a toujours tendance à dire que bah, les chevaux, ça piétine, c'est surpâturé, etc. C'est aussi un sujet qui se pose énormément aux États-Unis avec les Mustangs. Et puis donc par la suite, je suis en train d'essayer de voir comment aussi organiser un webinaire au sujet du topic Mustang aux États-Unis, les vrais enjeux, le point de vue amérindien aussi. Et ça, c'est quelque chose qui risque d'arriver dans l'année. Mais d'après certaines associations, notamment canadiennes de chevaux sauvages, l'impact du cheval dans un milieu naturel, assez vaste, en tout cas milieu naturel, permet la diversité de la flore et Ouais. le retour des insectes et qu'il a totalement sa place en milieu naturel. Rayon Ouais. sauvagement, c'est un autre topic. Ok, merci beaucoup Hélène. Est-ce que tu as un petit mot à dire avant d'ouvrir les questions? Oui, un petit mot pour te remercier d'avoir amené ce sujet-là parce que je trouve qu'il voilà, il m'a permis de mettre en mouvement un ensemble voilà, de pensées, comme je disais tout à l'heure, de petites briques qui n'étaient pas forcément reliées les unes aux autres. Et je trouve que c'était une jolie manière de parler autrement des relations sociales des chevaux. Et ça, j'aime bien quand ça me fait sortir un petit peu de ce dont j'ai l'habitude. J'aime bien marcher dans les sentiers qui sont pas battus. Mais de toute façon, alors il y a des gens dans l'assemblée qui me connaissent, donc je ne vais pas paraître perché pour cela. Et puis ceux qui me connaissent pas, je peux peut-être paraître perché. Mais il y a quand même des énergies, des influences, et on est rentré dans un nouveau siècle. Et ça va se confirmer ce que je vais dire au niveau des recherches préhistoriques, au niveau de la paléontologie, au niveau de l'archéologie. C'est le grand retour aussi bah, du féminin, en fait, hein. On est en train de montrer, hop là, j'accepte encore quelqu'un. On est en train de casser un petit peu les codes établis, les stéréotypes du siècle dernier d'un point de vue scientifique et apporter des pièces nouvelles d'un point de vue un peu plus féminin aussi. Notamment bah, la place de la femme à la préhistoire, hein. Elle n'était pas enfermée dans des grottes à faire des perles, elle était chasseuse aussi. Et il semblerait que son rôle, la structure familiale était matriarcale. Donc c'est assez intéressant de voir que dans tous les segments un peu de recherche de scientifiques, on peut retrouver un petit peu cette même convergence. Donc je suis très contente que tu aies pu parler de ça. Merci. Alors voilà, bah, merci beaucoup à toi, puis ça m'a fait plaisir aussi de te revoir. Alors, il va y avoir les questions. Il y en a juste une qui a été posée sur le chat, même si au début, pour ceux qui sont arrivés au tout début, je disais pas de questions sur le chat parce que ça va être très compliqué entre les questions orales et puis écrites. Il y a une personne qui voulait savoir si un lien existe pour le tournage avec le loup tchèque, en fait, du documentaire Equidia. Non, Non, j'ai pas. Le film, il s'appelle Un autre regard, je crois. j'aime bien un autre regard. Euh, c'est les réalisateurs, c'est Olivier Ngrave. Je vais peut-être le taper dans le. Ah oui, sauf qu'après en replay, il n'y a pas accès au chat. Euh, Non, mais après, je pourrais le noter sur le... Olivier Ngrave, ça s'écrit He2N-E-G-R-A-V-E. Donc Olivier Ngrave et Jean-Marc Landry. Landry, L-A-N-D-R-Y. Et Jean-Marc, il est connu plutôt dans le milieu du pastoralisme avec le gardiennage des troupeaux, parce qu'il travaille sur la relation, la place du loup. Ah oui, alors j'ai entendu parler de lui, effectivement, oui. Jean-Marc, il habite en Suisse. Et Mhm. donc, voilà, il avait travaillé sur ce documentaire. Et je ne saurais pas vous dire, il est resté sur Equidia, ça a dû sortir peut-être en 2008, ouais, peut-être. Mais je ne sais pas si on peut le trouver en replay, est-ce on peut l'acheter, je ne sais pas. En tout cas, dans mon livre Comportement et posture, il y a, vers la fin du livre, quelques photos où on voit, c'est tiré de ce tournage, où on voit notamment, je disais, cet étalon qui attaque
le chien loup tchèque. J'ai une photo de ça. J'ai Stapazin qui attaque le chien loup tchèque. Alors voilà, j'ai 2 photos de ça dans ce livre-là. Mais après, j'étais au cœur de l'action avec le berger et son chien, donc je n'avais plus l'appareil photo dans les mains. C'était beaucoup plus raisonnable. Mais au tout début, comme c'était d'assez loin et qu'on laissait le chien faire, j'avais pu prendre des photos, mais après, on l'accompagnait de près. Donc, du coup, là, c'était différent. Mais voilà, je ne sais pas. Faut regarder. Peut-être vous pourrez le trouver. Alors, je vais essayer de faire des petites recherches, mais je m'avantage pas, je me projette pas non plus. Je vais essayer. Euh, Oui. je vais arrêter de parler, c'est tout promis, mais on parlait de loup aussi et de structure sociale, mais je trouve aussi intéressant de voir que les éthologues spécialistes du loup remettent aussi à mal le côté mâle alpha de Ah la oui, famille. ça fait un moment et il y a Mhm. même la personne, le chercheur qui est à l'origine de ce concept-là, du couple alpha, Mhm. je crois que c'est David Mech, M-E-C-H, il a fait un démenti en fait de ses propres travaux. Enfin, il a reconnu qu'il s'était trompé. Et en fait, mais en fait, ça prend pas. C'est-à-dire que c'est tellement séduisant ce modèle de un mâle et même une femelle du coup avec qui serait régnant, qui régenterait tout, que il a eu beau dire, bah, je me suis trompé parce que j'ai observé les loups en captivité et en fait quand ils sont libres, bah, en fait c'est pas ça, c'est une entité familiale avec des jeunes qui s'occupent des plus et ben en fait voilà, les anciens concepts ont la vie dure. Hein. Mais de toute façon, bah, ça arrive à se prouver. Il y a des documentaires, de plus en plus les choses évoluent et on arrive à avoir une meilleure vision d'ensemble sur ce qui nous entoure et les autres espèces qui nous entourent aussi, et avoir une meilleure compréhension globale de notre monde en fait. Donc c'est Mm. hyper important. Et continuez à faire ce que vous faites, vous les chercheurs, et continuez à regarder d'un autre angle de vue, d'un autre point de vue les choses, de sortir des sentiers battus. Merci beaucoup. Cet espace est pour vous maintenant, donc pour les questions. Alors attendez, comment vais-je procéder? Déjà, je vais changer la vue. On va se mettre en galerie. Comme ça, je vous vois tous. Et pour poser les questions, il vous suffit de lever la main. Il y a un petit icône. En Euh, plus, ouais, vous avez un petit icône à côté de tous les petits smileys. Vous pouvez juste lever la main. Ou si vous ne trouvez pas, d'enlever votre mute. Et je vous appellerai par votre nom ou votre pseudo. Je suis sûre que vous avez des questions. Alors, je vois Amélie Thomas qui a enlevé son mute. Amélie, vous nous entendez? Amélie? Ok, alors il y a Brigitte qui a enlevé son mute. c'est du démute. Ouais, je pense que c'est ça. Brigitte, vous nous entendez? On ne vous entend pas parce que vous avez votre question? Alors, hop. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes démuté pourtant. Alors moi, est-ce que ça marche le mien? Oui. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que je me suis dé aussi. Alors, Brigitte. Ah, Brigitte, on écoute votre question. D'accord. Alors, ah oui, d'accord, il y a deux Brigitte. À la première de vous deux qui parlera parce que vous avez le même pseudo, c'est impossible de vous départager. D'accord. Alors, je vois Truchet aussi qui a enlevé son mute. On entend du bruit, alors on écoute votre question.
On entend les petits oiseaux. Alors, à partir du moment où j'ai cité le nom d'une personne pour poser la question, si toutes les autres qui se sont démutées, vous pouvez remettre le mute, parce que Zoom, elle a quand même la particularité de prendre tous les sons, et ça peut être aussi perturbant. Vous vous remettez en mute, et puis ensuite, on reposera les questions. Alors, Truchet, on vous écoute. Mais en fait, les gens n'ont pas de questions. Bah, ils enlèvent le mute, on entend les petits oiseaux chanter. Donc, il y avait Virginie qui était Virginie, du coup. Ah, je vois quelque chose écrit dans le chat. Que se passe-t-il? J'ai eu un... Virginie. Attends, je vais la lire aussi. Tu peux la lire à haute voix pour tout le monde. Virginie, on vous entend, je crois. Oui, moi j'entends aussi. Donc moi Ah, j'ai eu bonjour, bonsoir du moins. Alors bonsoir. moi j'ai eu un étalon qui avait un comportement, j'oserais dire, plus que paternel, puisque quand je donnais une ration alimentaire pour les poulains, en fait les poulains venaient directement à l'étalon. Et l'étalon défendait les poulains contre les mamans qui essayaient de grappiller un peu de grain. Est-ce que chez les Przewinski, vous avez pu, entre guillemets, observer ce comportement-là aussi de l'étalon ou pas? Alors non, déjà pour le simple fait qu'on ne les nourrit pas. Bah oui, voilà. Ouais, donc, sur la compétition alimentaire, non. Après, je réfléchis. Par contre, enfin, qu'un étalon protège des poulains contre les juments du même groupe, je réfléchis en même temps s'il y a des choses qui me font penser Alors, à ça. parce qu'il y avait ces poulains lui et il y avait d'autres poulains qui n'étaient pas lui en plus. Ouais, ouais. Non, ça me dit rien. Par contre, que des étalons aillent vraiment protéger des poulains, de nouveau, là, c'est vis-à-vis des relations extérieures. Donc, c'est pas en interne, oui. Euh, mais j'ai pas de cas comme ça. Mais c'est vrai que enfin, je trouve qu'il y a des étalons qui se comportent de manière plus protectrice que d'autres. Et ça, je pense, ça dépend vraiment des personnalités d'étalons, en tout cas. D'accord, parce que là, celui-là, ça m'avait vraiment interpellé et les poulains le savaient, quoi. J'oserais dire, quand ils nous voyaient arriver, ils s'embêtaient pas. Il n'y avait plus de maman, il n'y avait plus rien. C'était papa ou tonton. Et puis, de toute façon, ils allaient directement avec les talons pour manger, quoi. Et lui, même, il laissait même parfois sa ration aussi aux poulains. Mhm. Oui, c'est rigolo. Bah ouais, c'est intéressant et c'est toujours enrichissant d'avoir ce genre de témoignages pour démystifier aussi parfois la violence et la testostérone des étalons. Bien que ce soit pas, voilà, il faut faire attention aussi que ce n'est pas les règles générales, mais voilà, moi, j'ai pas de cas similaires pour aller dans ce sens-là. Ok. Virginie, est-ce qu'Hélène a répondu à votre question? Oui, bah, oui et non, quoi, mais bon, c'est Elle pas. vous a apporté on les va- éléments de réponse dont elle disposait. Oui, voilà, on va dire qu'on avait un très très bon étalon, alors un très très bon papa. D'accord. Ben, merci beaucoup pour votre question, Virginie. Je vous laisse vous remettre en mute pour laisser la place à d'autres questions. Je vais recommencer avec Truchet. Merci. Et il y a d'autres questions dans le chat, en fait, hein. Oui, alors comme on disait, on va déjà regarder au niveau de la parole parce que ça va être beaucoup plus simple que de lire nous toutes les questions. Truchet, vous avez enlevé le mute. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez poser votre question? Alors, il y a un souci de micro parce qu'on a très bien entendu Virginie. Je vais réessayer avec Brigitte de nouveau pour pas créer de frustration. Puis après, on va passer aux questions qui sont écrites sur le chat. Mm. On a cet espace de toute façon jusqu'à 20h30. Donc, Alors, je peux peut-être répondre déjà à la première que je vois, le temps que ça se mette en place sur l'autre. ouais. C'est le vol Paul de Victor. poulain. Je ne vais pas Mm. revenir dessus parce que je fais un petit peu, je crée un petit peu de suspense et d'attente. J'aimerais bien révéler cette histoire-là plutôt voilà, à un autre moment. Donc, je vais pas revenir dessus, mais en tout cas, c'était clairement pas du vol de poulain, c'était plutôt de la protection. Mais je vais pas développer et comment j'en suis arrivée à constater ça. Et en tout cas, donc ça fait partie une activité que je fais quand j'anime les stages d'observation sur les chevaux de Przewalski et je compte aussi la raconter par écrit. Donc ça, c'est un travail sur lequel je suis actuellement et même pas voilà, même on peut dire très actuellement, puisque aujourd'hui, je travaillais sur cette histoire-là. Donc, j'espère que ce sera dans un livre dans quelques temps. Voilà. Alors voilà, la réponse c'est no spoil.
Du coup, on a aussi une question de Marion qui disait qu'on a beaucoup parlé des chevaux sauvages. Est-ce que ces observations, on peut aussi les attribuer aux juments domestiqués? Et ben, là, c'est toute la problématique de la liberté de choix et des opportunités qu'elles peuvent avoir. Mais en fait, en conditions domestiques, ce qui se passe, c'est que souvent, on a des problèmes d'espace et de partenaires avec lesquels on va mettre les chevaux. Donc, moi, je ne pourrais pas trop en parler parce que déjà, moi-même, je n'ai pas eu trop de juments. Et puis, parfois, on fait des groupes de sexe. Donc, les juments avec les juments, on ne mélange pas avec des hongres parce que ça crée justement des tensions d'avoir des hongres qui s'approprient des juments et vont chasser les autres. Enfin, donc, je pense que ce serait intéressant de regarder, mais on a pas mal de facteurs qui vont jouer en conditions domestiques ou l'accès aux ressources alimentaires, ce genre de choses-là. Donc, je vous invite à garder en tête ce que je vous ai raconté et voir si ça vous parle en conditions domestiques et surtout sur des chevaux que vous connaissez depuis longtemps, des chevaux, des juments. Voilà. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on va retrouver en fonction des endroits avec qui on met ses juments, etc. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et de faire ses propres observations, moi, j'ai quand même eu un troupeau de 6 chevaux à un moment donné, avec 2 mâles, et les 4 autres étaient des juments. Et les 2 hongres, ils suivaient en fait. C'était les juments qui décidaient quand on allait brouter, quand on quittait la stabulation, quand on allait boire. Et l'accès à l'intérieur de la stabulation, c'était pas garanti que ça soit nécessairement pour les mâles. Donc il y avait vraiment 2 juments très dominantes dedans. Mais c'est juste une observation à un moment donné dans un lieu spécifique avec certains individus. Donc ça peut pas être un élément de réponse non plus. Alors, ouais, je vois la question. Donc, vas-y, je te laisse la lire. de Natacha, est-ce qu'on a pu observer des groupes de femelles célibataires chez les Mustangs? Très bonne question, j'ai failli la poser aussi, puis ça m'est sorti de la tête. Merci Natacha. Comme tu dis, il y avait des jeunes qui partaient parce que des filles Non, de l'étalon. on a vraiment les entités chez les chevaux, les entités sociales, c'est groupe familial ou famille et groupe de mâles célibataires. Et parmi les groupes de mâles célibataires, on a des jeunes et des plus âgés, mais par contre, on ne va jamais avoir des groupes de juments. Non, ça n'existe pas. Les juments. Du coup, Hélène, quand les jeunes juments quittent le troupeau, justement, les filles du père et des mères quittent le troupeau, à un moment donné, elles sont en errance de toute façon. Ou ça ne dure pas bien longtemps parce que les autres, ils sont en train de guigner. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que si elles sont en errance, c'est vraiment pas longtemps. C'est une histoire de jours ou de semaines, mais elles sont tout de suite récupérées par un étalon ou un groupe d'étalons célibataires et il y en a un qui va écarter les autres étalons, ou alors par un autre étalon de famille et qui a déjà des juments. Donc en fait, non, on n'a pas l'équivalent chez les femelles de ce qu'on a chez les mâles avec ce développement social parce que les mâles, ils ont ça, les jeunes mâles, ils trouvent donc un groupe de mâles célibataires dans lequel il y a des jeunes et des plus âgés, et donc des étalons même qui ont perdu des juments. Mais on n'a pas l'équivalent chez les femelles, non. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci Natacha pour la question. Claude Rayan, je ne sais pas si je prononce bien votre nom, mais vous êtes démuté, donc vous avez la parole. Attends, excuse-la. Ah, c'était pas exprès. Ok. non. D'accord, je regarde s'il y a... Il y avait une question avant Natacha. Ah, je ne l'ai pas vue celle-là alors du coup. C'était... Oui, c'était la continuité de la question de Marion, je crois. Non, parce que dans un groupe de hongres, la jument choisit facilement son copain. Mais qu'en est-il avec un étalon? Oh non, là, c'est quasiment fini. Là Bon, ça allait me laver. Alors, on va se laver si tu veux. Ouais. On entend toute votre conversation. Alors, la question de Marion, c'était parce que dans le groupe de hongres, la jument choisit facilement son copain, mais qu'en est-il avec un étalon? En domestication, là, Marion, la question, c'était. C'est pour ça que les questions sur le chat, c'est un peu difficile de... Là, c'est pas assez précis pour qu'on puisse... je ne sais pas pour toi, Hélène. En tout cas, si c'est un étalon en conditions naturelles, donc j'en ai pas mal parlé, donc on voit qu'il y a plus ou moins un choix, mais pas forcément. Elles vont plutôt subir le remplacement d'un étalon au sein de leur groupe familial ou être récupérées par un étalon. Néanmoins, on a dit qu'elles pouvaient y trouver un intérêt et aussi qu'il y avait un lien qui se créait et qu'elles pouvaient quand même avoir des liens privilégiés avec cet étalon qui ne va pas être désagréable avec elles, au contraire.
qui va être plutôt prévenant et faire des approches délicates et saillir la jument que quand elle est d'accord. Et puis après, quand on est en conditions domestiques, alors là, on a plein de cas de figure différents où de toute façon, dans beaucoup de pratiques d'élevage, on impose les talons aux juments, déjà par le fait qu'on ne fait pas de la monte en liberté. Et quand bien même parfois en faisant ce qu'on appelle de la montée en liberté, si on met la jument dans un paddock et qu'on lâche un étalon dans le paddock avec la jument, voilà, lui, il y a des chances qu'il soit quand même très excité sexuellement et qu'il ne prenne pas trop de considération pour les signes de la jument et qu'il ne s'attarde pas trop sur les préliminaires. Donc voilà. Après, si on fait de la monte en liberté avec un étalon qui reste plusieurs mois de l'année avec les juments, c'est déjà très différent. Et là, l'étalon, il a intérêt à prendre des précautions pour pouvoir approcher les juments. Donc, ça peut être très, très différent en conditions domestiques selon ce que nous, on va permettre aux uns et aux autres, quoi. Mais parfois, même avec un hongre, c'est pas tant ça. Il n'y a pas forcément du choix, hein. Il peut y avoir un hongre qui met le grappin sur une jument et qui va contrôler la jument et qui en a, elle, peut-être pas forcément envie. Donc, finalement, on peut retrouver un peu les mêmes choses avec les hongres, hein. Parce que ce qui va changer, c'est peut-être l'intensité de leur motivation et leur agressivité du fait de l'abaissement des hormones, de la testostérone, mais ils ont des comportements d'étalons qui nous dérangent moins, mais qui peuvent être très présents, et l'appropriation d'une jument, c'est quand même assez nettement présent aussi, quoi. Merci. On avait une question sur le deuil, mais c'est pas trop le sujet, donc je dis pas que. Par contre, ça m'intéresse que Rachel Maurice-Morfin me renvoie un petit mail personnellement sur ce témoignage-là, parce que j'essaye de me documenter, de réunir des témoignages sur le deuil chez les chevaux, parce que justement, ce n'est pas documenté à l'état naturel. Et donc, voilà, j'aimerais bien. Alors, je t'enverrai aussi, j'ai perdu ma ponette il y a 2 mois, donc je t'enverrai personnellement aussi. Ouais, merci. Et puis, alors, je n'ai pas le nom de la personne qui parle du deuil, mais ça peut être un sujet qu'on peut aussi envisager dans un prochain webinaire. Et comme Hélène vous l'a dit, vous pouvez directement lui poser la question en dehors du cadre de ce webinaire sur les juments. Il y avait MyPC qui avait une question sur les juments. Ah, vous vous appelez MyPC, donc je ne sais pas si vous vous reconnaissez. En tout cas, il n'y a pas le mute. Ok, donc je vais descendre un peu plus bas pour voir s'il y a d'autres questions. Qui n'était pas venu au pâturage ce jour est allé directement recueillir à l'endroit. D'accord, encore sur le deuil. Voilà. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Si, il y en a une, c'est une jument qui n'a jamais eu de poulain, peut-elle être Ah oui. considérée comme une jument d'expérience par le groupe? Alors, je ne sais pas ce qui est sous-jacent dans cette idée de jument d'expérience, parce que dans le groupe, en fait, il n'y a pas spécialement une reconnaissance, à mon sens, de jument d'expérience. Chacune participe à la vie du groupe. Donc, par exemple, les décisions d'aller au point d'eau, de changer de zone de pâturage, tout ça, c'est le fait d'un individu du groupe, mais ça peut être l'étalon. Comme je disais tout à l'heure, il peut être leader sur une initiative, mais ça peut être une jument du groupe. Et de toute façon, les juments, c'est plutôt les juments. Ah, on t'a perdu, Hélène. On peut avoir, mettons, une jument qui a 8 ans et une jument qui a 3 ans. Bon, bah, il y a des chances que la jument la plus âgée prenne des initiatives, mais ce n'est pas forcément une règle générale. En tout cas, à partir du moment où les chevaux sont adultes, ils peuvent être leaders sur des décisions, c'est-à-dire qu'ils peuvent être suivis par les autres pour un changement d'activité. Mais on n'a pas. Il y a un mythe qui est faux, c'est celui de la vieille jument dominante. Alors, ça coupe un peu, Hélène. Je ne sais pas si tu nous entends.
On en était à le mythe de la vieille jument dominante. Hélène, tu m'entends? Voilà, si ça compte dans un statut social. Alors, ça a un petit peu coupé au moment où tu parlais de... Ah, ça commence à être instable, la connexion. Au moment Ça où a tu coupé un peu? parlais du mythe de la Alors, vieille jument dominante, c'est là que ça a coupé. ouais, la vieille jument alpha. Ben non, il n'y a pas de vieille jument alpha. Mais par contre, voilà, pour répondre à la question, est-ce que avoir un poulain, ça compte ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas si voilà, ça va compter dans le statut social des chevaux. Je n'ai pas d'idée là-dessus. Merci beaucoup. La personne qui porte, qui parle, j'ai du mal moi-même à m'exprimer dessus. Qui parlait du deuil de ses chevaux, te remercie de Okay. la possibilité que tu lui laisses de pouvoir s'exprimer dessus. Et il y a peut-être une dernière question aussi. Est-ce qu'un hongre peut avoir le même comportement d'un étalon, c'est-à-dire saillie, morsure à l'encolure? Alors, c'est rigolo parce que là, saillie, oui. Enfin, oui, pour moi, un hongre, il peut tout avoir dans la panoplie de l'étalon. Juste, en général, ce qui est atténué, c'est son agressivité et ça nous pose moins de problèmes. En revanche, il est mentionné, alors les saillies, donc certains vont saillir, d'autres pas, même si par ailleurs, ils ont d'autres comportements d'intérêt pour les juments. Hein. Par exemple, se rapprocher d'une jument en chaleur, mais sans forcément grimper dessus. Ça, voilà, certains, c'est plus discret que d'autres. Et pour les morsures à l'encolure, bah, vous me direz si jamais vous voyez ça, mais sur des photos de chevaux vivant libres, donc des Mustangs, des Brumbies, d'autres populations de par le monde, ou sur les étalons de Przewalski qu'on a à l'association TAC, moi, j'ai jamais vu d'étalon mordre l'encolure des juments pendant la saillie. Donc ça, c'est quand même assez rigolo. Enfin, rigolo. Ça m'interpelle plutôt, parce que on a vraiment cette idée en élevage équin que c'est normal qu'un étalon morde l'encolure, le garrot d'une jument, que ce serait pour se maintenir sur le dos de la jument. Et en fait, non, ça n'a pas l'air d'être ça. Parce qu'on a des étalons, même parfois sur les Przewalski, on a le cas, un étalon qui est un peu petit par rapport à la jument, bah non, il ne va pas essayer de s'agripper à la jument en la mordant, quoi. Donc, ce comportement de morsure de la jument, moi, je me demande quand même si ce n'est pas quelque chose que nous, on a favorisé et fabriqué, peut-être aussi dans la sélection de nos étalons, mais peut-être dans la manière qu'ils ont eu d'avoir accès à la sexualité, ces mâles, et que c'est peut-être un travers facile qu'ils peuvent adopter, de mordre la jument pendant l'accouplement, mais que s'ils ont un développement social plus naturel, bah, ils ne le font pas. Et que très souvent, des étalons qui font la monte en liberté, ils ont fait à un moment donné la monte en main, et ils ont pu faire ça, on a pu les laisser faire à ce moment-là, et peut-être ils reproduisent ce comportement-là une fois qu'ils sont seuls avec les juments. Donc voilà, pour moi, c'est pas quelque chose, à mon avis, de normal, mais je suis ouverte je suis prête à reconsidérer cette position-là, mais vraiment, je m'attache à regarder justement des photos de saillies chez les Mustangs, et on ne voit pas d'étalons qui mordent pendant la saillie. Merci Hélène. Et ça me fait penser à si la question des étalons aussi en domestication vous interpelle. Le précédent webinaire que j'avais organisé était avec Célia Caffarilli, qui est éleveuse. On a passé un excellent, tu l'as lu, hein, tu l'as vu aussi Hélène, un incroyable moment sur ces étalons qui vivent en famille, des papas, avec les mamans, avec les bébés. Et elle sort en famille sur les talons et la famille suit dans la rivière, etc. C'est vraiment, vous pouvez remonter un petit peu le fil de ma page dans les pas des chevaux et retrouver donc ce webinaire qui était vraiment riche et intense et passionnant. Et qui casse aussi les idées préconçues de l'étalon, de l'isolement. Mais attention, elle explique le temps de travail, d'observation, tout son professionnalisme pour arriver à construire ces familles en domestication, justement, parce que ce n'est pas simple. Donc voilà, j'ai posé ça là, vous pourrez aller regarder. Il y a encore une question. Est-ce qu'un étalon peut vouloir faire partir une jument d'un groupe familial? Une nouvelle... Ouais, alors un étalon, il ne va pas accepter une jument d'un autre groupe. Donc normalement, si une jument vient trop près de son groupe,
il va plutôt l'attaquer. Donc, un étalon n'est pas sans arrêt en train de vouloir s'accaparer des juments. Par contre, si elle est en chaleur, il y a moyen de négocier. Là, il est plus prêt à arrondir les angles. Mais en fait, vraisemblablement, ce qui se joue aussi là-dedans, dans le fait de ne pas vouloir qu'une jument étrangère intègre le groupe ou se rapproche trop, c'est qu'en fait, une jument, on a dit, en fait, elle est tout le temps accompagnée d'un autre étalon. Donc, si elle vient, c'est le début des ennuis, parce que ça veut dire qu'un autre étalon va être fâché que cette jument vienne. Donc, en fait, c'est la perte de la tranquillité. Donc, de nouveau, si c'est extérieur, il va la rejeter. Par contre, je dis, si elle est en chaleur, il y a moyen que là, il l'accepte. En revanche, une jument de son groupe, il ne va pas la rejeter. A priori, ça, c'est pas vraiment... à ma connaissance, ce n'est pas présent. Par contre, ce qui a pu être documenté, c'est de temps en temps, enfin, pas de temps en temps, mais certains étalons, visiblement, ont comme comportement de rejeter leur poulain. Enfin, rejeter quand ils sont à la puberté. Hein. Donc, quand ils ont 2-3 ans, là, l'âge de partir. Et dans ces cas-là, certains étalons vont attaquer, que ce soit un mâle ou une femelle, vont attaquer ce jeune individu et vraiment le mettre à la porte. Quoi. Donc, ça peut être des cas où on pourrait voir un étalon qui attaque une jument. En fait, c'est une jeune jument qui a grandi dans le groupe et qui ne veut plus voir. Quoi. Mais la plupart des cas, c'est une initiative spontanée de la jeune jument qui va partir et du coup prendre on pourrait dire son indépendance d'elle-même. Ou alors peut-être un peu des deux. On n'est pas toujours là quand ça se produit. Hein, donc, ce qui nous fait dire que ça peut être un peu les deux, c'est si on n'a pas trop vu spécialement d'attaque et que cette jeune jument, elle se retrouve à la porte du groupe. En tout cas, elle ne peut plus revenir dans le groupe, que l'étalon va la charger si elle essaye de revenir. Donc ça, c'est assez net que lui, il l'empêche de faire ça, ou qu'éventuellement, on voit sur la jument des traces de morsure alors qu'elle n'est pas encore avec un autre étalon. Un autre étalon pourrait la mordre aussi pour garder le contrôle sur elle. Mais sinon, un étalon ne va pas attaquer une jument de son groupe s'il est déjà avec. Merci pour cette réponse. Alors, une toute dernière question, parce qu'après, on va clôturer ce webinaire. Voilà, la toute dernière question sera celle d'Émilie Keren. Une jument va donc passer sa vie avec le même étalon ou peut-elle décider de quitter son groupe familial? Ouais, alors là, on ouvre une petite porte et je ne vais pas trop développer, mais oui, potentiellement, elle peut passer sa vie avec le même étalon une fois qu'elle a quitté son groupe de naissance. Donc, en fait, il y a l'étalon qui la voit grandir, on va dire dans le schéma le plus classique. Il y a toujours des exceptions, mais il y a l'étalon qui la voit grandir, donc son père adoptif ou réellement son père biologique. Et ensuite, l'étalon avec lequel elle va passer une partie de sa vie. Mais très souvent, dans sa vie, c'est un peu les chaises musicales quand même pour les étalons. Et même si un étalon arrive à rester 10 ans et que cette jument vit plus que 12 ou 13 ans, il va être remplacé par un autre étalon. Donc, elle peut quand même dans sa vie rencontrer plusieurs étalons, mais finalement, c'est pas... là, de nouveau, on retombe sur... Elle le subit un petit peu. Hein. C'est-à-dire qu'il arrive et bon, voilà, c'est un autre étalon. Mais parfois, ça va être toute sa vie. Enfin, une fois c'est plus son père, là, et que c'est un autre étalon, et elle meurt avant qu'il y ait un changement d'étalon, ça peut être le même, ouais. Et après, est-ce qu'elle peut décider de changer de groupe familial alors qu'elle est adulte, qu'elle est déjà dans ce groupe? Oui, ça arrive de temps en temps. Donc ça, il y a des publications scientifiques qui le montrent, qu'il peut y avoir, on parle du coup d'instabilité de la part du comportement des juments. On ne sait pas, alors il y a une publication moi, qui me plaît pas trop, enfin, on n'a pas tous les paramètres en main pour vraiment comprendre ce qui se passe. En tout cas, dans une des histoires que je suis en train d'écrire aussi, on a eu le cas, nous, de juments qui, sous nos yeux, une jument a changé de groupe. C'est le hasard, hein, on arrive et c'est un peu le bazar. Et en remontant le fil, en décortiquant tout ça, cette jument, si elle a changé de groupe, c'est parce que sa meilleure amie, qui la veille était avec elle dans le même groupe, elle a changé de crèmerie. Et ça, on ne l'a pas vu. On n'a pas vu comment ça s'est passé. Mais en tout cas, clairement, elle n'est plus dans le même groupe familial, donc plus avec le même étalon. Et visiblement, elle est acceptée par l'autre étalon. Est-ce qu'elle était en chaleur? Bon, on ne sait pas trop. Ça, je n'ai pas eu les infos. Ce n'est pas toujours évident non plus. Cette jument, donc, elle quitte le groupe qu'elle avait. Et l'étalon, il essaye tout pour la garder. Hein. C'est vraiment... là, c'est un bras de fer qui s'enclenche. Mais l'étalon, s'il veut garder sa jument, et son groupe, à un moment, il faut qu'il fasse un choix, s'il a plus qu'une jument. Je parlais tout à l'heure de Wasabi qui s'était acharné après la jeune jument E4, il peut parce qu'il n'en avait qu'une. Par contre, quand ils en ont plusieurs,
à un moment donné, il ne peut pas courir après l'une et laisser les autres. Il y en a d'autres qui vont profiter de l'aubaine pour venir. Donc, à un moment donné, cette jument, il a fallu qu'il la laisse, d'autant plus que cette jument avait réussi à rentrer dans on va dire la frontière invisible, mais dans les rangs de la famille de l'autre étalon. Et l'autre étalon, du coup, dans ces cas-là, il dit à celui qui avait cette jument, tu ne peux pas venir parce que tu es proche de mes juments. Donc, à un moment, il faut qu'il lâche l'affaire. Et donc là, cette jument, donc, elle avait quitté son groupe. Et en redébobinant la pelote des événements, ce qui semble avoir été le déclencheur, c'est l'arrivée 2 jours avant, ou 1 jour avant, de 2 jeunes juments dans ce groupe. Et que peut-être, il y avait une inimitié entre ces nouvelles juments et les 2 anciennes, plus d'autres, mais en tout cas ces 2 anciennes, et qu'il y en a une qui a décidé de changer de groupe, et l'autre qui a été copine avec elle dit moi, je veux rester avec ma copine, et du coup, elle a fait le forcing pour quitter, quoi. Donc voilà. Donc oui, ça arrive que des juments peuvent changer de groupe familial, mais c'est vraiment, c'est pas une partie de plaisir quand elles le font, parce que l'étalon leur laisse pas cette possibilité, enfin, vraiment cherche à les en empêcher. Mais elles décident quand même de prendre leur destin en main, c'est ça qui est intéressant, et elles ne sont pas juste passivement soumises. Et c'était une super question pour clôturer, justement, pour ce mot de la fin, pour dire que ces juments dans le troupeau ne sont pas passivement soumises. Elles interagissent, elles existent, elles ont une vie, et elles s'organisent. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin à nous dire, Hélène, avant de clôturer? Non, pas spécialement. Je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Merci de votre attention à toutes et à tous. Et puis merci Rebecca d'avoir ces idées un petit peu qui peuvent paraître farfelues à certains, mais que j'aime beaucoup. Merci beaucoup à toi aussi. Merci à toutes et tous d'avoir participé. Pour ma part, je remettrai le replay demain, parce que ça va prendre du temps à le télécharger, sur la page de Dans les pas des chevaux, ainsi que le site d'Hélène et le site de l'association TAC. Mais en attendant, vous pouvez faire Google et vous trouverez. Quoi qu'il arrive, ça sera mis sur la page. Merci à toutes et tous d'avoir participé, pour votre présence et pour vos questions. Et je vous souhaite une belle soirée et continuez à observer vos troupeaux. Et merci beaucoup Hélène et à bientôt. Merci Rebecca. Merci à toi. Au revoir.